Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Croatie, également nommé le Cro Race, la Cro Race, qui est en fait le Tour de Croatie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça permet de savoir si la vidéo a marché ou non. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du côté du cyclisme, mais également du côté d'autres disciplines. Je pense également à la moto GP, qui aura une vidéo cette semaine, ou à la Formule 1, ça sera le week-end prochain. Du côté de la Cro Race, ça a été une course assez intéressante. C'est le type de course en fin de saison qui permettent de découvrir des nouveaux coureurs et qui permettent également de voir des coureurs qui ont bien évolué pendant la saison. Voilà, donc c'est une course qui est assez intéressante. Il y a des coureurs qui se révèlent comme ça en septembre-octobre. Pas mal, donc peut-être plus qu'en février-mars. Des coureurs qui ont besoin d'une saison ou de 2 saisons, ou du temps tout simplement pour qu'on leur pour qu'ils se révèlent. Et puis parfois dans les équipes en fin de saison, comme on sait qu'il y a pas mal de coureurs qui sont cramasses, on donne sa chance à des équipiers en tant que leader. C'est ce qui s'est passé notamment du côté de la Bahreïn Victorious. On va revenir également sur des gros problèmes de sécurité. J'avais dit que j'en parlerai lors de mon débrief de Paris-Roubaix. Je vais en parler maintenant. Ça a été très compliqué au niveau sécurité sur cette course. Je pense notamment à l'arrivée de l'étape 1, très dangereuse cette arrivée de l'étape 1, avec notamment des pavés dans le dernier kilomètre, une arrivée en courbe en plus. Ça c'est vrai que je suis assez d'accord avec Patrick Chassé. C'est un truc qui commence à devenir une mode, les arrivées en courbe. Alors c'est bien de temps en temps, mais il faut pas que ça soit dangereux. Et là, avec les pavés, avec un dernier kilomètre extrêmement technique, pas mal de courbes, pas mal de rétrécissements, il y avait je pense 3,50 m, 4 mètres au grand maximum, c'était quand même problématique. Et l'étape 4, on a eu notamment la moto qui est tombée dans une épingle, où il y avait un petit peu de gras sur la route, ce qui a fait une arrivée complètement tronquée, avec en plus, après la ligne d'arrivée, parce que c'était un circuit, vous aviez un tour de circuit, comme souvent sur cette Cro Race, c'est un petit peu d'habitude. On a eu notamment des lampadaires qui empiétaient sur la route, des voitures qui étaient mal garées, qui empiétaient également sur la route. Donc on a failli avoir une catastrophe sur cette étape-là, et on a échappé vraiment à quelque chose de grave, vraiment, je le dis. Et l'ICI nous avait pourtant annoncé en début d'année, notamment avec les règles du mois d'avril, que la sécurité sur les courses serait leur fer de lance. Ils avaient notamment instauré des règles sur les courses, notamment pour éviter que les arches empiètent sur la route. Il ne devait rien qui devait empiéter sur la route. Là, sur le Tour de Croatie, ils n'ont pas eu les informations, et c'est pas la première fois cette année qu'on a quand même des arrivées un petit peu dangereuses. Il va falloir quand même faire quelque chose avec avec certains organisateurs qui, je trouve, ne respectent pas les règles. Alors je sais que organiser une course c'est compliqué, malgré tout ça n'empêche pas que les coureurs ont besoin de sécurité pour s'exprimer. Je vais réussir à faire une phrase en français, s'exprimer convenablement. Et là, ce n'était pas le cas du tout dans cette course. Ça a été une catastrophe, notamment l'étape 4. L'arrivée n'aurait jamais dû se faire à cet endroit-là. Alors il semblerait qu'en Croatie on ait des routes étroites, mais il y a quand même des endroits où on avait des très très belles routes. Si on ne peut pas faire les arrivées en ville, je pense notamment à Zagreb, où ils ont pris aussi une zone assez dangereuse, je trouve, pour l'arrivée de Zagreb lors de la dernière étape, on décide de prendre des arrivées en dehors, en extérieur des villes. Voilà, certes, il y a peut-être un peu moins de public, mais il y a un peu plus de sécurité. Là, des fois, on était vraiment très très limite au niveau de sécurité dans cette Cro Race, et c'est pas la première fois, parce que j'ai déjà vu des étapes. Cette année, c'est la première fois que je l'ai regardé en intégralité cette course, mais j'ai déjà vu des arrivées du Tour de Croatie où c'était très très dangereux, avec notamment une fois il y avait un petit pont, il y avait eu une grosse chute, parce que le petit pont était vraiment il faisait 1,50 m de large, donc pour passer un peloton complet, c'était un petit peu compliqué. On va parler des Français rapidement, juste pour vous dire qu'Alexis Guérin a fini dixième de la course générale. Alexis Guérin de l'équipe Vorarlberg,
qu'on l'a vu énormément, notamment à l'attaque avec Guérin, qui a l'air plutôt d'avoir des bonnes jambes, même si la saison a été longue pour Alexis Guérin. Je rappelle quand même vainqueur d'une étape au Tour Savoie-Mont-Blanc, 4e du général, vainqueur 4e d'une étape au Tour d'Alsace, vainqueur du classement de la montagne, vainqueur d'une étape sur le Sibiu Cycling Tour, c'était au mois de juillet, pendant le Tour de France, 10e des championnats de France sur route, premier de l'Oberösterreich-Rundfahrt en Autriche, Tour du Nord-Autriche, je crois que c'est ça la traduction en français. 14e de la Mercantour classique Alpes-Maritimes. Donc voilà, c'est un coureur qui a fait une très très belle année. Toujours pas de contrat pour l'année prochaine. Ça, on se demande ce que font certaines équipes quand même, en deuxième division ou même en première division, parce que c'est un coureur qui me semble très très intéressant. Coureur qui a en plus 29 ans, donc un petit peu d'expérience. Il a pas mal, il est passé par pas mal d'équipes en plus, notamment la FDJ et Delco. Donc voilà, je pense que c'est un coureur qui pourra apporter pas mal de choses dans certaines équipes. Sinon, il y avait un autre Français au départ qui était dans mon équipe préférée. Vous savez, après la totale de Direct Energy, il y a une équipe que j'adore, c'est l'équipe Novo Nordisk. Et c'était Mehdi Benhamouda, mais qui a abandonné après la première étape. Donc on va pas en dire beaucoup plus dans cette équipe qui, pour moi, n'a rien à faire en deuxième division au niveau de son rythme. Ça va faire comme la vidéo de Paris-Bourg, j'ai des petites percées de soleil, donc je m'excuse vraiment encore une fois pour la qualité de l'image, parce qu'à des moments, ça va vraiment... il va y avoir des contrastes énormes sur cette vidéo, mais là, j'ai été obligé de faire cette vidéo-là, on est mercredi, quasiment 11h, sinon ça serait arrivé un petit peu tard, en sachant que je ne ferai pas de vidéo de tour de la Sicile, j'ai pas eu le temps de le voir, voilà, tout simplement, et là, vu qu'il va y avoir les classiques italiennes, notamment le Tour de Lombardie, à un moment, il faut faire des choix, et donc je sacrifie le Tour de Sicile pour parler du Tour de Lombardie et de faire une présentation surtout du Tour de Lombardie qui devra arriver très prochainement. Il y aura présentation également de Paris Tour cette semaine. On passe maintenant aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Stephen Williams, le coureur de la Bahreïn Victorious. Belle victoire au classement général pour Stephen Williams, coureur qui pour moi s'est révélé sur ce Tour de Croatie. C'était pas forcément un coureur que je connaissais énormément, vainqueur pourtant de la ronde de l'Isère en 2018, mais chez Bahreïn il n'avait pas montré grand chose. Une seule participation à un grand tour, c'était la Volta l'année dernière où il avait abandonné. Pourtant il avait fait déjà 12e du Giro della Toscana cette année. Mais un coureur qui ne s'était pas encore vraiment révélé là sur cette Croix Race, il a fait vraiment du très très bon boulot, notamment lors de l'étape numéro 5 où il a vraiment été impressionnant, et même sur l'étape de Zagreb, l'arrivée à Zagreb sur l'étape 6, où très clairement il a réussi à s'en sortir malgré le fait qu'il était attaqué de toutes parts dans cette étape du côté de Zagreb. Donc bravo Stephen Williams, 25 ans. Là il va faire le Grand Piémontais Tour de Lombardie, ça va être intéressant dans cette équipe Bahreïn Victorious, on va avoir plusieurs cartes. C'est un coureur qui est en fin de contrat également, je vois ça sur Pro Cycling Stats, c'est-à-dire 2022 il a toujours pas de contrat, c'est peut-être ce qui l'a motivé également sur cette course à prendre le leadership, surtout qu'il y avait au départ Marc Padoun qui a abandonné assez vite, mais surtout Mikel Landa, et que Mikel Landa était un peu plus en difficulté, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Et du côté de Stephen Williams, coureur à profil assez atypique quand même, 1m83, 59 kg seulement. Donc on est sur une frite, très clairement. Et puis, coureur qui, malgré ce poids-là assez faible, a quand même montré une belle puissance. Je pense notamment là encore à l'étape 6, il a montré qu'il pouvait être très puissant. Je rappelle quand même qu'il a fini dans le top 10 de 4 étapes sur cette course. Donc voilà, il n'a pas fait pire comme classement d'étape que 35e dans l'étape de Autocache. C'est dur le croate, c'est compliqué. Les accents dans tous les sens. Et voilà, le soleil qui revient, la caméra qui va encore avoir du mal à faire la mise au point.
On continue, après Stephen Williams, on poursuit avec un autre coureur, c'est Lascano qui n'a pas fini bien classé au général. Lascano, malgré tout, on l'a vu énormément à l'attaque, ce coureur de la Cara Rural, Lascano, qui l'année prochaine change d'équipe. Alors je sais plus où il va, Lascano. Parce que j'ai vu ça hier à Lascano. Il rejoint la Movistar, voilà, c'est bien ce que j'avais vu. Très jeune coureur, mais cette année, on l'a énormément vu à l'attaque, très présent dans les échappées, et ça c'est assez intéressant. Et puis là, sur ce Tour de Croatie, ça s'est bien passé. Il a fait également le Tour d'Espagne, abandon il n'a pas participé à l'étape numéro 20, présent sur le Tour de Burgos, 8e de classement de la montagne. Bon, c'est pas un coureur qui a récompensé pour le moment de ses attaques. Par contre, c'est un coureur qui est très prometteur, 21 ans. Très présent dans les attaques. C'est même bizarre que l'Espagne n'ait pas pris pour les championnats du monde, en passant, parce que vu l'équipe qu'ils ont emmenée, notamment chez les espoirs, c'était pas la folie. Et du côté de Oyar Lascano, oui, il a été assez impressionnant sur ses attaques. Ça n'a pas marché pour le moment. Coureur qui, là aussi, pourrait perdre 2-3 kilos encore. Mais très puissant, belle endurance aussi, mentalement très fort. À lui, par contre, d'être peut-être un peu plus intelligent dans ses attaques. Pour le moment, il est un peu trop proche de Pierre Latour. C'est vrai que pour gagner sur des courses, parfois il faut être un peu plus froid, je dirais, un peu moins l'offensif et peut-être mettre moins de cartouches, mais mettre des cartouches de meilleure qualité, voilà, dans ses attaques. Mais Oyar Lascano, belle semaine quand même du coureur espagnol qui devrait faire Milan. Il fait Milan-Torino, tiens, aujourd'hui. On est le 6 octobre. Uno X. Pourquoi Uno X ? Toujours là, Uno X. Alors c'est une équipe qui vraiment, encore cette année, je dirais, s'est révélée au grand public, Uno X. Parce que équipe qui a fait preuve d'énormément de professionnalisme. Et puis voilà, Marcus Holgard, deuxième. C'est quand même une équipe qui a 10 victoires cette année. Et c'est une équipe qui a vraiment bien progressé dans cette catégorie des Pro Series et des Pro Teams. On les a souvent vus, Uno X, notamment avec Rasmus Stiller. Mais là, il y a eu également Anders Karset, qui a porté le maillot de leader. C'est une équipe qui a eu le maillot de leader pendant quelques jours, qui a vraiment... Halvorsen également, qu'on a vu plusieurs fois cette année. Et donc là, c'était au tour de Marcus Holgard, qui a fini donc deuxième de ce classement, à seulement 17 secondes du vainqueur. Il a tout tenté lors de la dernière étape, mais à chaque fois, il y avait le leader du classement général, Stephen Williams, qui était derrière lui, donc il n'a jamais réussi à faire la différence. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes coureurs norvégiens, le sponsor est norvégien, mais beaucoup de jeunes coureurs norvégiens. Et c'est vraiment une équipe qui progresse très très vite. On va voir dans les années à venir ce que ça va donner Uno X. Mais la moyenne d'âge de cette équipe cette année, ça allait pas haut, je pense. J'ai pas l'information. Mais voilà, beaucoup de points, beaucoup de victoires cette année. Ils vont faire donc Paris-Bourges, Paris-Tours, les boucles de l'Aune également encore là dans cette fin de saison au mois d'octobre. Vainqueur, voilà. D'une étape sur l'Arctic Race of Norway, du Tour de Lillehammer, enfin du Grand Prix de Lillehammer. Enfin voilà, c'est une équipe qui a vraiment été très prometteuse, norvégien ou danois, voilà, dans cette équipe. Mais ça montre encore que ces deux nations ont fait énormément de travail pour les jeunes coureurs. Ces deux nations qui ont également progressé très vite, avec notamment le champion d'Europe espoir, Yves de Berg, voilà, qui est également dans cette équipe. On continue après Uno X. Je reprends ma fiche avec Mick Van Dijk, le coureur de la Jumbo, très présent également, 2 victoires pour Mick Van Dijk. J'ai l'impression un peu meilleur que son frère, que Tim Van Dijk, qui est également dans la même équipe et qui était dans la même course. Non, pas 2 fois vainqueur, pardon, j'ai dit une bêtise pour Van Dijk.
C'est une fois deuxième, une fois troisième. Mais il a été assez impressionnant. Vraiment, le soleil, c'est fantastique là. Je m'excuse vraiment. Mais Van Dijk, vraiment, qui a été impressionnant pendant toute cette course, qui a fait vraiment du très très bon travail, des très bons sprints. Coureur qui est là aussi très jeune, 21 ans, contrat jusqu'en 2024. Donc ça veut dire que quand vous avez un contrat jusqu'en 2024 du côté de la Jumbo, c'est qu'on sait que vous allez être un coureur très intéressant dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et puis oui, il a été très très fort pendant toute la semaine, Van Dijk. Donc voilà, très bon coureur, grand gabarit très bon dans les sprints, mais qui passe quand même les côtes, notamment lors de l'étape numéro 5. Donc voilà, c'est un coureur qui est intéressant, un peu plus en difficulté lors de l'étape numéro 6. Donc voilà, encore une fois, 21 ans, donc c'est un peu normal de temps en temps d'être en difficulté physiquement. Il vient de l'équipe de développement, de l'équipe Jumbo. Donc voilà, c'est cette formation Jumbo, je rappelle, qui est sur les restes de la formation Rabobank, a toujours une grande équipe de développement, une grande réserve, qui a souvent sorti des très très bons coureurs. Et beaucoup de titres chez les espoirs, notamment grâce à cette réserve. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Simon Yates. Simon Yates, ce cours de la Bike Exchange. Quatrième, on aurait pu s'attendre à un peu mieux de Simon Yates, qui a eu quand même une année pas incroyable. Simon Yates, troisième d'une étape sur le Tour du Burgos, Tour de France compliqué avec un abandon. Le Giro où il finit troisième, mais sans avoir foncièrement pesé sur la course, il était quand même assez loin des deux premiers. Vainqueur du Tour des Alpes pourtant, mais voilà, depuis le Tour des Alpes, on a senti que déjà sur le Tour d'Italie, il avait une forme qui n'était pas top tous les jours, qui était assez régulière, et puis tout simplement une saison irrégulière, un manque de constance cette année du côté de Simon Yates. Là, on aurait pu s'attendre à mieux. C'était pas la grande concurrence non plus sur cette course, mais il a été très discret en fait, jamais vraiment à l'attaque sur cette Cro Race. Bon voilà, c'est un peu le résumé de sa saison, très discret en fait, même s'il y a la troisième place sur le Giro, on va dire ça sauve son année, vraiment, et sa victoire sur le Tour des Alpes. Sinon, depuis le Giro, il a été très 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 discret, notamment sur le Tour de France. Mais même avant ce Tour des Alpes, il avait fini 10e de Tirreno, sans trop se montrer. C'est sur le Tour des Alpes vraiment où il avait été assez impressionnant, notamment lors de l'étape 2 du côté de Innsbruck, où il avait été très très fort. Il a remporté une deuxième étape en fin de Giro, quand il y avait la grosse bagarre entre Caruso et Bernal. Mais voilà, sinon ça a été quand même un manque de régularité, une déception également sur les contre-la-montre, où il a perdu un peu de niveau dans ce domaine-là. Oui, c'est 29 ans et un peu à revoir quand même, le coureur australien qui, je rappelle, a encore un contrat jusqu'à l'année prochaine chez Bike Exchange. Il est dans cette équipe depuis ses débuts, Simon Yates, alors que son frère Adam, je rappelle, a quitté cette formation. Je trouve que Adam, et pourtant je pense que Simon est meilleur que Adam Yates, mais Adam Yates a été beaucoup plus présent cette année, on l'a beaucoup plus vu et je trouve qu'il a des meilleurs résultats entre les deux frères, si on doit faire une comparaison. Je continue avec Mikel Landa. Pas dans le coup, Mikel Landa, mais bon, ça commence à être une habitude cette année, Mikel Landa. Les résultats cette année du coureur espagnol sont très mauvais, et notamment sur cette Cro Race où il n'a jamais eu un impact sur la course, où il n'a jamais été bon, tout simplement, le coureur espagnol. Alors toujours pas de contrat pour l'année prochaine. En même temps, s'il demande un salaire de 100 000 euros par mois, je pense qu'il aura du mal à l'avoir, parce que, on l'a vu, inexistant sur la Vuelta, vainqueur du Tour du Burgos, mais c'est un petit peu le seul bon résultat qu'il a eu de l'année. Abandon sur le Giro d'Italie, mais il n'avait pas vraiment été impressionnant sur le contre-la-montre, notamment du côté de Turin. Sur le Tour du Pays-Bas, ça avait été pas mal, mais trop de résultats, là encore, trop de déceptions cette année pour lui, surtout depuis le mois de mai, je dirais avril-mai, où c'est vraiment compliqué, je trouve, surtout depuis le Tour d'Italie en fait,
où il a enchaîné les contre-performances. Alors est-ce que sa chute du Giro a provoqué une grosse blessure et il n'est pas encore entièrement remis, ou est-ce que tout simplement il est en difficulté mentalement du fait de ne pas avoir de contrat pour l'année prochaine, d'avoir un petit peu trop de pression et qu'il a du mal à gérer cette pression. Mais cette année, Landa, il n'a jamais été dans le coup depuis le mois de mai, quoi. On l'a pas vu. Vuelta vraiment très mauvaise, hein. Et puis pareil pour la Croix Race. Et puis abandon également sur la course sur route des championnats d'Europe. Pourtant un parcours qui devait normalement lui convenir. Et puis je termine avec Phil Boaos. Trop discret Phil Boaos pendant toute la course. Vainqueur d'une étape, mais on pouvait s'attendre à mieux. Il n'y avait pas non plus une grande bagarre du côté des sprinters. Pour Phil Boaos, c'est une seule victoire. Souvent lâché, Phil Boaos, là encore. J'ai l'impression que Phil Boaos, c'est un bon coureur sur des courses, on va dire, de deuxième division. Et dès qu'il y a un peu d'adversité, il disparaît, Phil Boaos. Parce qu'il gagne quand même des courses chaque année, hein, Phil Boaos, mais le problème, c'est qu'il n'en gagne pas beaucoup, quand même, le coureur allemand. Et je pense que du côté de la Bahreïn, on aimerait un meilleur rendement pour ce coureur-là, qui n'a pas de contrat également pour l'année prochaine. Plus de courses également au programme. Mais ouais, il est bon sur les courses de deuxième division. C'est un bon sprinter, j'ai l'impression, pour une équipe de Pro Series. Pour une équipe de première division, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, je me dis que je sais qu'il y a une formation qui cherche des coureurs allemands. C'est BNB Hotel. Alors, est-ce que BNB Hotel ne serait pas intéressé par un Phil Boaos pour tenter de le relancer peut-être? Et puis pour BNB Hotel, gagner des courses de deuxième division, ça serait quand même intéressant. Ce n'est pas une équipe qui gagne énormément de courses dans l'année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'excuse encore pour les problèmes de lumière, mais le soleil a décidé de faire des percées extrêmement gênantes aujourd'hui. Je pense que la luminosité doit être catastrophique sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!